s'y prête. Il s'agit de la deuxième présidente, après Madame Treffel. Donc la MOPA se distingue aussi par le choix parfois de ses présidents, une sorte peut-être d'alternance. Quoi qu'il en soit, je suis très heureux aussi de saluer Madame la surintendante, qui, avec son mari, règne sur un lieu formidable, d'autant plus formidable que c'est une rue de la Légion d'honneur où s'est trouvée mon arrière-grand-mère. Donc, ça avait quelque chose d'émouvant que de vous retrouver. Je salue toutes les présidentes et les présidents des différentes sections de la MOPA, tous les amis de la MOPA, et selon cette formule qui, à l'oral, évite, si vous voulez, tout problème finalement d'inclusif ou non, chers amopaliens, maintenant j'ai pensé chers amopaliennes, chers amopaliens. Alors pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que un certain nombre de choses m'ont un peu troublé quand, en définitive, je regardais s'évoluer la situation et je m'apercevais que la langue était tout à fait fondée sur le féminin, et donc il y a notamment un certain nombre de citations qui correspondent évidemment au sujet, et ces citations ont quelque chose de surprenant. Alors j'essaie de vous la retrouver à l'instant, je viens de la perdre, c'est pas grave, voilà quelques citations qui m'ont marqué. Une première, c'est chez Georges Duhamel, où il est en train de montrer un personnage qui joue aux cartes. Et d'un seul coup, il joue une carte avec une dame contre une autre équipe, et la dame lui dit « Mais enfin, petite Péronnelle, petite Pécasse, si tu avais joué ça, tu serais maîtresse. » Il s'agit d'un homme. Alors il est un peu surpris d'être appelé comme ça, de se retrouver au féminin. Et donc, si vous voulez, ça montre un peu comment en littérature on peut jouer, et aussi dans la vie, si on me met au féminin, et je ne sais pas trop comment le prendre. Et là, c'est une dame qui met au féminin un homme. Et puis, il y a un autre sujet qui m'avait troublé. Il se trouve que lorsque j'ai eu 18-19 ans, j'étais moniteur de colonies de vacances, et dans mon université, on est venu recruter pour 3 mois des moniteurs aux États-Unis. On nous payait le voyage et on était moniteur dans un camp américain. Et à ce moment-là, c'était formidable. Quand j'avais 18 ans, on nous payait le voyage pour aller aux États-Unis. Il fallait être moniteur et il fallait parler anglais. Mais le test était assez simple. Il fallait dire yes et no. Et ça suffisait. Donc j'ai réussi. Et je me suis retrouvé longtemps aux États-Unis pour 3 mois comme moniteur. Et quand je suis arrivé, je manquais de culture, évidemment, et je ne savais pas trop si je devais dire je m'appelle Jean, alors j'ai voulu me mettre un peu à la mode anglais, je m'appelle Jim, je leur ai dit, et là je voyais qu'on me regardait d'un air bizarre, et puis à la fin, le service administratif m'a dit vous êtes un garçon ou une fille? Et là j'ai réalisé, j'ai pris conscience que Jim en anglais c'est une fille, c'est une femme, et il y en avait une justement dans le camp des filles, qui s'étaient très séparées, et donc le Jean que je suis a rencontré Jean, Jean aussi, je me suis dit tiens, il y a vraiment quand même des prénoms un peu étonnants. Alors on le sait, en France on a ces fameux prénoms épicènes, Claude, Dominique, Camille, il y en a quand même, Nicole a été masculin un certain temps, Anne aussi d'ailleurs, et donc autre sujet de réflexion, le genre, bon évidemment. Après, autre réflexion, me voilà inspecteur de l'éducation nationale dans une circonscription, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque dans l'Essonne, et on dit c'est une circonscription mixte. Et mixte, évidemment, ma génération, c'était d'un côté les filles, de l'autre côté les garçons. Ce n'est qu'au lycée que nous avons été mixtes, quand j'étais lycéen. Et là, une circonscription mixte, je me disais, mais forcément, il y a des élèves. Bon, ça voulait dire tout simplement maternelle et élémentaire. Mixte voulant dire mélangé au départ. Donc, si vous voulez, cette circonscription mixte, bon, évidemment, était tout à fait intéressante. J'ai découvert qu'avec ce mot-là, à un moment donné, il y avait les bateaux mixtes. Alors, qu'est-ce qu'un bateau mixte? C'est pas forcément avec des femmes et des hommes. C'était à vapeur ou bien à voile. Donc, on voit bien qu'il y avait sur ce mot toute une aventure intéressante. Et puis, ce mot mixte n'est arrivé qu'avec les concours en termes d'éducation. Bon, on a commencé à parler d'éducation, de scolarité mixte. C'était pas très fréquent, mais bon, le mot intervient là, donc à la fin du 19e simplement. Puis alors, autre élément qui
je ne savais pas que répondre. Je dis bien sûr, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, on me demande si j'ai un souvenir. Et là, j'en ai un, qui était d'ailleurs du retour de ses vacances, ce travail que j'avais fait aux États-Unis. Et il se trouve que j'avais pour amie, petite amie, très belle, mais Marine était encore plus belle, on est tous qui est là. J'avais une petite amie très belle, et nous étions souvent à côté, évidemment, sur les bancs d'université. Et je vois encore un professeur d'université, remettre sa copie à la petite amie de l'époque, et puis il ne regarde pas, il me regarde et il me dit « Vous l'avez sûrement beaucoup aidé ». Alors j'ai dit « Mais non, pas du tout ». J'ai eu beau dire que je ne l'avais pas aidé, c'était évident. Elle était très belle, donc elle ne pouvait pas être douée en lettres. Elle avait 16, moi je devais avoir 12 ou 13, mais en fait elle était brillante. Bon. Et là, on se rend compte que le féminisme, ça passe aussi par l'injustice, parfois même du succès des dames, auxquelles on attribue le physique, mais on ne peut pas du tout leur attribuer quelque chose d'autre. C'était le cas de ce professeur et ça m'avait un peu indigné. Et puis alors, autre idée qui m'est venue quand je suis devenu professeur des universités, je me suis intéressé évidemment au dictionnaire, et j'ai très vite vu que les femmes avaient peu participé au dictionnaire et que le texte n'était pas fait toujours pour elles, nous allons le voir ensemble. Et j'invite à l'université de Cergy à la première journée des dictionnaires, journée qui va recommencer le 20 mars d'ailleurs maintenant, après la Covid, et bien j'invite Josette Redelov, qui était l'épouse donc d'Alain Ray, qui était absolument brillante, que tous les linguistes respectaient, et je lui dis, mais sans... parce que je n'étais venu qu'à condition que je pose quelques questions. Et je lui pose quelques questions, puis il m'en vient une, moi je l'avais préparé un peu, je lui dis, est-ce que le fait d'être une femme a beaucoup joué dans votre travail? Et là alors, un déluge d'informations, pendant un quart d'heure, 20 minutes, elle a développé le thème, donc je l'ai évidemment retranscrit, m'expliquant que c'était beaucoup plus important que je l'imaginais, que la seule fois où elle avait introduit un homme dans son équipe, ça avait été une catastrophe, il avait joué au petit chef, elle avait dû remettre de l'ordre, elle-même ayant un petit tempérament, petit chef quand même, et donc je me suis retrouvé avec beaucoup d'informations sur le sujet. Elle m'a dit, vous comprenez, les femmes ont forcément un sens pratique, plus que les hommes, elles font des courses, elles ont beaucoup de tâches, et évidemment, quand on travaille sur un dictionnaire, il y a beaucoup de choses très concrètes que les hommes sont capables de faire. Bon, moi je me lançais dans la psychologie, j'ai compris que j'avais encore beaucoup de travail, mais c'était très juste tout ce qu'elle disait. Alors, l'autre sujet maintenant, pourquoi avoir choisi le féminin? Le féminin, j'aurais pu mettre la femme, mais en vérité, dès qu'on évoque la femme, on est dans une sorte de débat passionné, ou bien militant, ou calculé, et rarement, je dirais, spontané. Alors que quand vous cherchez des informations sur le féminin, puisque je commence toujours par chercher toutes sortes de citations, de corpus, j'en avais rassemblé un peu plus de 1000, contenant le mot féminin, vous vous trouvez à ce moment-là avec des contextes qui échappent d'une certaine manière au débat toujours calculé. Si on vous demande parlez-nous de la femme, parlez-nous de l'homme, ou de l'homme et de la femme, là on réfléchit et on commence à mentir évidemment. Donc le féminin est sans doute moins mensonger, plus spontané et peut-être plus riche. En tout cas, ça a été mon choix. Et vous savez, quand il y a des réflexions sur les femmes, je pense, puisque j'avais fait un dictionnaire de citation il y a quelques années, je pense à Paul Léoto, qui disait par exemple j'aime la femme, pas les femmes. Alors vous direz, c'est puissant, enfin, mettez là n'importe quoi. J'aime l'homme, je n'aime pas les hommes. J'aime l'école, je n'aime pas les écoles. Donc on voit bien qu'on est dans le genre de phrase qu'on peut calquer à l'infini sur tous les sujets et qui dans le fond ne va pas très loin. Alors vous avez la femme et l'avenir de l'homme. Là on est du côté d'Aragon, mais c'est pareil. Remplacer la femme par autre chose, et vous vous retrouvez aussi avec des grands débats, des grandes pensées. Donc je voulais fuir un petit peu tout ça. Après il y avait dans ce dictionnaire de citation, il y a un article femme, forcément. Alors il y a tout ce qui est léger,
même parfois amusant, mais du coup ça ne va pas vraiment très loin. Je pensais à Joubert qui disait pour embellir les familles royales, il faut obliger les rois à épouser de belles femmes. Il faut que ce soit une obligation, encore que, évidemment, ça va pas très loin, et l'inverse est évidemment aussi juste. Et on se rend compte très vite que c'est le mot féminin qui, dans le fond, trahit, révèle, pendant que le substantif porte la réflexion, mais souvent dévie. Alors quand même, comme vous le savez, les dictionnaires font partie de mon existence, je leur dois presque tout, et donc on peut quand même commencer par les examiner un peu sur le mot féminin. Alors c'est curieux, que dit-on par exemple pour féminin dans un dictionnaire de vocabulaire essentiel, destiné aux enfants, aux élèves? La vendeuse avait beaucoup de charme et d'élégance, elle était très féminine. Et vous voyez, c'est-à-dire que le mot féminin s'associe aussi dans les esprits et dans les dictionnaires à une sorte de vision. Évidemment, cet exemple aurait pu très bien marcher pour le mot élégance, mais là, c'est le mot féminin qui était ainsi illustré. Et on cite toujours, je ne peux pas y échapper, la fameuse citation la fameuse définition de Richelet qui disait à propos de la femme. Alors, première remarque, prononcer femme, F-A-2-M-E. Alors, c'est intéressant parce que si le lexicographe prend la précaution d'indiquer la prononciation, c'est qu'elle était, il le fait rarement, c'est qu'elle était discutable. Et quand on y réfléchit, c'est souvent un argument que je propose à ceux qui m'embêtent un peu sur l'orthographe, où ils veulent tout changer, transformer tous les mots. Et je leur dis, pour le mot homme et femme, personne n'a jamais proposé de remplacement. Et pourtant, ça s'écrit F-E-2-M-E, il y a 2 M, c'est pas si évident que ça à écrire. Et là, on voit bien que même la prononciation n'a pas été évidente. Donc on sent bien que là, si vous voulez, il y a des choses qui sont installées de longue date et que parfois vouloir tout transformer dans l'orthographe, c'est un peu dangereux, surtout pour nos élèves. Alors, que dit-on pour femme? Créature raisonnable, faite de la main de Dieu pour tenir compagnie à l'homme. C'est la première définition. On est en 1680, premier dictionnaire français. Voilà ce qui est donné. Alors, cette citation, je la retrouve, ça et là. Mais, souvent, on ne donne pas d'exemple. Alors, voilà l'exemple. Une belle femme, bon, très bien, c'est mieux quand même, c'est presque toujours l'adjectif qui est donné. Et on ajoute, prendre une femme est une étrange chose, et c'est bien fait d'y songer toute sa vie. Bon, alors vous voyez comment les premiers consultants de nos dictionnaires et nos premiers dictionnaires de la langue française sont informés. Alors, les mots ne vivent pas tout seuls, donc toujours en guise de grande introduction, dans le dictionnaire de français contemporain, quand vous cherchez féminin, vous trouvez souvent intuition féminine, et vous allez chercher intuition, et vous avez intuition féminine. On parle rarement, même jamais, d'intuition masculine, mais c'est probable qu'on en a beaucoup moins. Mais si vous voulez, les mots sont vraiment entre eux mariés d'une certaine façon. On parle aussi d'un corps si féminin. Alors, tout de suite, peut-être, dire que, puisque ça correspond à un livre qui n'est pas encore paru, ce qui me met à l'aise pour en parler, justement, je me suis retrouvé avec ces 1500 citations, à les classer d'abord, et à essayer de voir ce qui se sont dégagés. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ce que la langue nous donne. Et ce qu'elle nous donne après, d'essayer, en quelque sorte, de construire eh bien, une photographie de l'ensemble. Alors, il y a l'étymologie, ça, ce sera notre première partie. Ensuite, il y a beaucoup de choses sur le corps féminin, beaucoup plus qu'on imagine, et ça va plus loin aussi, dans la mesure où, quand on parle du corps féminin, le visage féminin, le sourire féminin, etc., ce ne sont pas que les femmes. Ce sont aussi les hommes, c'est l'adjectif féminin qui, bien sûr, peut être aussi masculin, et les écrivains ne s'en privent pas. Et j'avais repéré, par exemple, que la formule presque féminin, attribuée à des hommes, un sourire pour une attitude, etc., je l'ai rencontrée au moins 20 fois.
C'est-à-dire indirectement, les écrivains, en décrivant Sainte-Beuve, par exemple, presque féminin, sa voix presque féminine, c'est presque associé systématiquement à cet adjectif. Ensuite, il y a les traits de caractère, nous irons très vite avec l'aspect social, ce qui est, dans le fond, ce qui relève du métier des femmes, de la justice, la police, des choses de ce type. Et puis, il y a aussi, au fil des lettres, ici, de tout ce qui est littéraire. On s'aperçoit que les femmes ont eu un rôle énorme, mais elles ont mis longtemps à être mises en valeur, à travers d'ailleurs cet adjectif. Et puis, bien entendu, il y a la langue. La langue, avec tout ce qu'elle comporte, on n'échappera pas à inclusif. Vous savez, c'est un peu comme autrefois l'affaire Dreyfus, ils en ont parlé, et aujourd'hui, inclusif, c'est un peu la même chose. Soit on est tous d'accord, soit alors il y a des désaccords sur le sujet, donc évidemment, on va l'aborder. Et puis, évidemment, forcément, un peu d'humour à la fin. Alors, Flaubert déclarait « L'éternel humain, y compris l'éternel féminin, m'amuse de moins en moins. » Alors, moi, je dois dire que c'est l'inverse. Ça m'a plu de plus en plus, au fur et à mesure que j'avançais dans ce débat. Et là, je viens de vous donner, si vous voulez, une sorte de plan qui passe par le corps, les traits de caractère, la société, les lettres, et puis la langue. Mais en réalité, il manque furieusement dans la langue française, et ça n'est pas possible autrement, cette notion qu'on a dans la musique, dont on va voir tout à l'heure quelque chose de formidable, et qu'on a aussi dans la peinture, et qui est désignée par une formule qui n'existe plus, qui était encore dans le dictionnaire d'Académie au XVIIIe siècle, qui était le tout ensemble. Et le tout ensemble, c'était l'idée qu'on regardait quelque chose, et que c'est le tout ensemble, si vous voulez, qui vous touchez, notamment pour un tableau. Un tableau peut être assez mauvais dans le détail, mais le tout ensemble est prenant et vous plaît. Inversement, tout peut être parfaitement dessiné, mais le tout ensemble ne plaît pas. Et c'est là toute la difficulté qu'on a, c'est que quand on aborde une personne, dès qu'on écrit, on n'écrit jamais le tout ensemble. Alors que quand on voit la personne, on a un tout ensemble. On a un sourire, une poignée de main, une manière d'être, un physique, un regard, une voix. C'est le tout ensemble qui vous séduit. Dès qu'on est dans les lettres, on ne peut pas. Alors je dérape tout de suite. C'était mon argument principal contre le YEL, quand, si vous voulez, vous êtes au courant qu'en 2022, dans le dictionnaire du petit Robert, électronique, a été lancé ce pronom personnel YEL, pour il et elle. Et crié victoire un certain nombre de féministes très, je dirais, militantes et peut-être, j'oserais dire, fatigantes, et qui ne cessaient de dire oui, enfin on a un pronom personnel pour les deux. Et j'en disais mais non, pas du tout, ça commence par quoi? Ça commence par rien. C'est il, elle, donc déjà le masculin est là en premier. Ah oui, mais on peut l'inverser, d'accord. À ce moment-là, c'est pareil, la parité n'est pas, on peut mettre elle, quelque chose de ce type. On pourrait le mettre au-dessus ou au-dessous, oui, mais si vous mettez il, elle dessous, déjà, bon, vous voyez sur l'ordinateur de travail, et alors lequel on met en premier en haut, lequel on met en dessous, c'est pas possible. C'est-à-dire que ce tout ensemble fait que ça n'existe qu'en musique, ça n'existe qu'en peinture, ça n'existe que dans notre regard, une forme de peinture, ça n'existe pas dans la langue. Une lettre suit une autre, une syllabe suit une autre, un mot suit un autre, et on ne peut pas les mettre ensemble. Il n'y a pas d'accordéon, si vous voulez, qui le permette. Alors, je reviens maintenant aussi sur la notion d'écrit, qui est très importante pour la mise en relief de l'univers féminin. Très longtemps, les femmes ont été un peu mises de côté pour l'écrit au profit des hommes. C'était un peu moins vrai au XVIIe siècle, mais il y a là en revanche, et c'est là où je ne peux pas m'empêcher de donner cette citation qui m'a toujours plu, de Paul Léoto, vous savez comme il était grognon, et qui disait il n'y a plus moyen de trouver une femme de ménage, elles écrivent toutes. Et donc, vous voyez, ça c'est une belle revanche. Et alors, Nathalie Sarraute, et là,
ça ne vous encourage pas pour écrire un livre, quand vous trouvez cette citation dès le départ. Elle dit le seul moyen pour les hommes de parler du féminisme, ou de s'occuper du féminisme, c'est justement de se taire. Alors moi je dis, bon, je vais quand même continuer. C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, abordons, si vous voulez, d'abord l'étymologie de ce mot. J'ai appelé ça l'étymologie conquérante. Parce qu'en fait, femme, au départ, c'est pas la femme et le mari, comme ça va venir dans la langue, c'est l'élément féminin qui permet à un bébé de téter. Et c'est exactement ça l'origine. Ça vient d'une racine indo-européenne. On est donc, là, il y a à peu près 7 000 ans, il y avait une racine qui était fait, on le sait sans doute à peu près comme ça, et qui voulait dire téter. Et donc, cette racine a donné des mots. Par exemple, Félix, c'est heureux comme un bébé qui tète, c'est ça l'origine étymologique. Félicité, on est dans le même registre. Et donc, femme vient de là, en latin, et il y avait petite femme, qui a donné femelle, femella, qui était plus petite que l'homme. Et donc, ça n'était pas péjoratif, femelle, pendant longtemps. Ça est devenu, à partir du XVIe siècle, notamment Marot, qui a parlé de déloyale, femelle, etc. Et le mot après est devenu réservé aux animaux, et en même temps péjoratif. Mais pour autant, femme en latin, donc féminin, n'est pas vraiment l'épouse. Il y avait un mot pour ça, il y avait mulier, qu'on va retrouver en espagnol mujer, qui était vraiment l'épouse. Il y avait uxor, qui était aussi vraiment l'épouse, et qui d'ailleurs en français a donné des mots comme oissour, qui se disait au Moyen-Âge, mon oissour, ma oissour, c'est plutôt masculin qui l'emportait à ce moment-là, et qui, curieusement, est revenu ce mot uxor, et on en souffre tous parfois pour nos enfants, lorsque l'épouse qu'ils ont choisie, qui est une belle-fille qu'on adore, qui a un seul défaut, c'est d'être à Antibes ou à l'autre bout de la planète, et que c'est un couple uxorilocal. Alors, ça va glisser dans la conversation. Si c'est le cas, vous dites que c'est quand même dommage que votre fils vous dise ça, que tu sois uxorilocal. Uxorilocal, ça veut dire que dans, si vous voulez, c'est des ethnologues anglais et français qui ont lancé ce mot, ça veut dire que le mari rejoint la famille de la mariée. Et l'inverse, si c'est la femme qui vient du côté de la famille de l'homme, du marié, c'est virilocal. Bon, uxorilocal, à glisser dans la conversation, bien sûr. Et épouse. Alors, épouse, il n'y a pas un livre qui me remette pas en cause dans un usage que j'ai toujours eu, que je vais d'ailleurs conserver. Comme je savais l'origine du mot épouse, qui en gros c'est spondere, c'est promettre, donc d'ailleurs on dit ma promise, etc. Mais j'ai toujours pensé que c'était plus élégant de présenter mon épouse que de présenter ma femme. J'en étais persuadé, d'autant plus que je ne devrais pas l'avouer, mais quand j'étais jeune, j'étais champion de baby-foot, et que je me vois encore dans le café, j'avais cette petite amie dont je parlais tout à l'heure, et je disais fièrement, à 18 ans, on est vraiment un club stupide, vous n'avez pas vu ma femme, et c'était, on disait tous ça, tous les garçons disaient ça, avec tu te souviens, avec un peu d'infatuation, pour moi c'était un peu vulgaire, familier. Et en fait, ben non, Littré le dit très clairement, Littré va nous expliquer, alors je le retrouve, que je retrouve, c'est un faux, alors attendez, c'est une faute, ouais, je comprenais pas. C'est une faute contre le bon usage que de dire dans le langage familier époux pour mari et épouse pour femme. Alors je me dis, bon, c'est Littré, on est au 19e, les choses ont changé, je le crois. D'ailleurs, mais après je consulte les livres du bon usage et de la bonne tenue donc de 2007, ce 21e siècle, et je lis la même chose,
dire ma femme est malade, c'est ce qu'il faut dire, et non pas mon épouse est malade. Bon, alors moi je m'y fais pas. Je trouve que ma femme, ça a une connotation un peu familière, et plus je le souligne auprès d'un certain nombre d'amis, et plus ils me conseillent de continuer de dire mon épouse. Alors je vais vous dire, je vais continuer d'évoquer mon épouse de temps en temps, ou une épouse, dans le livre, et la dame qui corrige, qui est une correctrice quand vous faites le livre, à chaque fois elle m'a rayé, elle m'a dit vous avez dit qu'il fallait dire ma femme. Et j'ai mis en note, écoutez, je garde, je préfère, je vais être contre les règles. Donc voilà pour l'origine de ce mot épouse, et qui fait qu'on peut être rassuré avec Renan quand il dit « J'ai été aimé dans ma vie par 3 femmes. Ma mère, ma soeur, ma femme, ma fille. » Bon, on trouve ça très joli et ça permet évidemment de noyer un petit peu le poisson. Alors féminin, le mot féminin lui-même est assez ambigu parce que évidemment un nom de genre, et ça a d'abord été un adjectif féminin bien sûr, avant de devenir un nom. On le retrouve en 1694 dans le dictionnaire de l'Académie française, où on dit qu'il y a 3 genres, le masculin, le féminin et le neutre. Et exemple, la langue française n'a point de genre neutre. Alors, vous savez que c'est un sujet de débat, et que là aussi, on en parle à table, il peut y avoir des gens qui vous tombent dessus, en disant qu'il n'y a pas de genre neutre, etc. Bon, ça excite beaucoup les passions. Et en latin, genus, ça veut dire sexe masculin ou sexe féminin, et ce n'est qu'en 1245 que c'est donné aussi genre grammatical, masculin ou féminin. Et donc on a ici Flaubert et d'autres écrivains qui aiment bien jouer là-dessus. Tout à l'heure j'ai évoqué cet homme qui se faisait traiter de Bécasse. Alors Flaubert fait un peu l'inverse, il écrit à Louis Collet, qu'il aimait beaucoup, ils s'entendaient très bien. On est en 1847. Chers camarades, le mot masculin, j'oublie le féminin car le mot n'a point de sexe. Et inversement, il va écrire à Georges Sand, cher maître, Serge Alexandre maître, et se retrouver donc aussi avec Caroline, sa nièce, donc dans une lettre du 10 août 1873, et il dit ah mon Caro, ma Caroline. Donc vous voyez, il y a un jeu un peu dans le genre qui ne manque pas de charme et qui nous pousse dans un peu de souplesse quand il s'agit de littérature. Les débats, c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il y a un genre neutre, mais je me retrouve parfois avec d'autres linguistes qui me prouvent par A plus B que ce n'est pas vrai. Féminisme. Le féminisme, le mot a 150 ans, contrairement à ce qu'on pense, il est assez ancien. Féminicide, il a aussi 150 ans. Il est à peu près arrivé à la même époque. Et il s'agissait, dit-on toujours, d'un mot pour réutiliser Fourier. Et comme je l'ai toujours trouvé au 2e degré, j'ai tout lu Fourier, mais rapidement, c'est bon, on peut le faire en cherchant des textes. J'ai jamais trouvé personne qui me donne. Moi, je pense que c'est faux. Donc, ce n'est pas chez Fourier, mais on lui attribue, parce qu'il a un propos qui correspond bien avec le fourierisme. Et en vérité, c'est vraiment en 1860 qu'on va trouver, alors là, de manière sûre, attester le mot. Et Alexandre Dumas, en 1872, évoque les féministes, passez-moi le néologisme. Là, on sent encore que le mot n'est pas tout à fait installé et qu'on l'utilise en expliquant que c'est un mot qui mérite encore d'être assis. Alors ce mot va prendre de la force, évidemment, à la fin du 19e, et une force grandissante, surtout dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors il y a quelque chose que je souhaite à personne, c'est le féminisme masculin. Parce que je trouve ça, je ne savais pas de quoi il s'agissait, et là, il y a un long passage qu'évoque Littré, qui était médecin. À la suite des oreillons, il eut une orchite double qui amena un développement considérable des testicules. Mais ceux-ci diminuèrent de volume et en 20 jours s'atrophièrent et furent bientôt de la taille d'une amande. C'est pas rassurant pour les hommes. Le ciel, pas vraiment, peut-on dire. Et au même moment,
on croit que c'est fini. Non, au même moment, ces mamelons ont pris un développement considérable, sa barbe a cessé de pousser, de sorte que cet homme a non seulement perdu les caractères de sa virilité, mais a pris aussi quelques attributs du féminisme. Bon, c'est quand même une infortune terrible de se retrouver avec le féminisme masculin, donc laissons tomber ce genre particulier, et si ça nous arrive, la médecine est là maintenant. Alors le féminicide, au départ, c'est en 1652 que Paul Scarron l'utilise en disant faire féminicide pour tuer une femme. Mais ce n'est qu'en 1640, on ne le retrouve plus après. Ensuite, il faut attendre quasiment donc le XXe siècle pour que ce mot s'installe. Et en 2015, il entre dans le Petit Robert. J'ai la chance d'avoir tous les petits Robert et tous les petits Larousse, donc je peux suivre, si vous voulez, l'évolution et savoir quand ils entrent dans ces dictionnaires, ce qui est pour nous une indication. Donc il rentre en 2015 en Petit Robert, meurtre d'une femme, d'une fille. En 2023, d'une femme par son conjoint, on rajoute. Il y a un exemple de Welbeck, permettre le prononcé de peine plus lourde en introduisant la notion de féminicide dans le code pénal. Welbeck dit ça. Et on commence à évoquer la reconnaissance juridique. On est en plein dans un monde qui évolue chaque jour. On voit bien pour l'interruption volontaire de grossesse que là aussi les dictionnaires vont forcément changer la chose et que parfois le mot précède la loi. Dans le Petit Larousse 2021, c'est le millésime dans lequel on trouve ce mot, crime sexiste, le féminicide n'est pas reconnu comme tel par le code pénal. Donc vous voyez, on sent l'évolution des mots et ce n'est pas fini, bien entendu. Alors, si féminicide entre dans le code pénal, il faut savoir que les lexicographes, ce n'est pas encore fait, mais les lexicographes interviennent parfois, poussent un peu la chose. L'Académie française s'était aussi prononcée en disant que dans la commission donc, de délégation, la commission d'enrichissement du vocabulaire et les commissions présidées par la délégation générale française et Hollande de France, le mot a été évoqué comme étant vraiment nécessaire. Mais en même temps, pourquoi la loi le refuse? Je disais tout à l'heure que tous les mots se tiennent, mais dans la loi aussi. C'est parce que dans la loi a été retiré le parricide et l'infanticide. Donc mettre féminicide, ça voudrait dire réintégrer ces mots-là. Alors évidemment, ça pose un problème aux juristes qui me dépassent. Et donc, on se retrouve avec peut-être la définition de Desproges qui met femme, de point, être humain du sexe non masculin. On est désolé. Alors, quelques mots sur le corps féminin. Il y avait énormément de citations, énormément de mots correspondants, mais il y a toujours un dictionnaire que je consulte, c'est issu de 1571, où il y a l'article femme, et c'est un dictionnaire qui donne les épithètes, donc tous les adjectifs sur un mot. Et pour le mot femme, eh bien, vous avez femme, chevelue, belle, mamelue, charmeresse, lascive, fardée, fragile, perruqueuse, affectée. Donc vous voyez, c'est vu par un homme, on le comprend très bien, et ça donne un peu les critères. Il y avait le mot famette, F2ME, qui n'existe plus, famelette. Alors, famelette, jolie, belle, bellotte, brune, mignonne, mignarde. On voit bien toujours les mêmes épithètes qui arrivent. Et homme, alors homme, puisque c'est curieux d'aller voir un peu l'inverse, homme fragile, membrure, robuste, petit, modèle, gracieux, charnu, viril, charnel, maladif, et ça se termine par nu. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu grave aussi sans doute. Alors le corps féminin, d'abord, il est sacralisé. Et la première des choses, c'est qu'il est caractérisé l'ironémie, l'adiposité des hanches, des seins, le triangle pubien, et il évoque les statuettes préhistoriques. Mais on sent bien qu'il le fait avec une certaine lubricité. Connaître, ce n'est pas que les hommes qui parlent des femmes, c'est les femmes aussi. Elle évoque le corps d'une femme et
exclusivement féminin, vallonné, montueux, couché sur le flanc. Villon parle d'un corps tendre, suave. Alors Lise de Villemorin peut cru, le vaisseau de la féminité doit être galbé par devant, majestueux à l'arrivée, poivré dans les écoutilles. On ne sait pas trop ce que sont les écoutilles, mais enfin il faut qu'elles soient poivrées, dit-elle. Donc alors on peut dire que la femme systématiquement doit être belle, et on voit bien que l'homme est parfois montré de manière bien différente comme très laid. Donc on a, si vous voulez, une sorte de... parfois en lisant certains commentaires, on montre toutes les qualités de la femme physique, et puis on montre l'homme, alors qui est rugueux, qui est anguleux, qui est poilu, et à la fin on se regarde dans la glace, on se dit quand même, bon, on est moins beau, il n'y a pas de doute. En tout cas, c'est ce que nous laisse croire, si vous voulez, un certain nombre d'écrivains. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que, s'agissant du corps, les femmes ont été littéralement calibrées, les cheveux, alors sont toujours évidemment magnifiques, le regard, alors Colette dira, elle tourna vers lui, son bon œil velouté, plein de coquetterie maternelle dont il avait oublié le puissant charme et l'œillade assassin, incendiaire. Bon, on voit bien le regard, les yeux revolvers, il y a eu une chanson comme ça, et donc les jambes, alors bien entendu, alors les jambes, ça m'avait amusé parce que quand j'avais écrit le livre sur la bicyclette, systématiquement je regarde ce que les écrivains ont donné sur le sujet. Je ne pensais pas que Marcel Proust avait beaucoup parlé de la bicyclette, mais il y a un article entier dans le dictionnaire de Proust sur la bicyclette. Et en fait, Albertine, qui est Albertine disparue, l'a profondément marquée, parce qu'elle représente une sorte de jeunesse étincelante, elle descend avec sa grande cape, et il dit c'est l'image du modernisme, et un peu plus loin, dans Albertine disparue, alors il la voit en train de jouer du piano, et il regarde intensément ses mollets. Ce sont des mollets de cyclistes. Il est fasciné par les mollets d'Albertine. Bon, Albertine, on a dit que c'était son chauffeur. Alors c'est quelque chose évidemment qui est sujet à caution. Il y a d'autres parties du corps qui sont souvent évoquées, et il y en a une qui est un peu gênante, mais ça m'avait gêné dans un mot que j'avais voulu expliquer, calipige. Calipige, vous savez, c'est la Vénus calipige. C'est d'ailleurs très drôle parce que nous avons une dame formidable que j'aime beaucoup, qui vient 3 heures par semaine faire le ménage chez nous. Et nous avons acheté une petite statue calipige, vous savez, une femme nue qui se découvre. Et donc on la met dans le bon sens et systématiquement, chaque semaine elle la retourne. Et ma question, c'est un jeu, elle ne veut pas qu'on voit les faces de la calipige, c'est rédhibitoire. Et donc il y a aussi des mots parfois qui sont assez amusants. Quand des proches disent, alors ça, vocabulaire un peu cru, très masculin, l'univers tourne autour d'une paire de fesses. Bon, je ne suis pas convaincu, mais enfin. Des proches, lui, est plus simple. Je n'aurais pas pu être Matador, je n'avais pas les tripes. Je n'aurais pas pu être Brigitte Bardot, je n'avais pas les fesses. On n'en doute pas. Ce qui est étonnant, c'est ça aussi que je signalais tout à l'heure, quand on cherche le mot féminin et pas le mot femme, on se retrouve avec des citations, et là, je compte, oui, j'y avais jamais pensé. C'est que le sexe féminin est mal connu d'un certain nombre d'hommes, enfin d'adolescents. Je m'explique. Quand vous avez des frères et sœurs, la sœur a toujours vu le sexe du garçon et vice-versa, le sexe de la petite sœur. C'est pas le cas des enfants uniques qui, dans un milieu très pudibond, n'ont pas lieu d'aller voir leur mère toute nue. Et on en a une sorte de preuve par plusieurs citations. J'en ai gardé qu'une, correspondant donc à Hervé Bazin, qui explique qu'il a, jusqu'à 18-19 ans, il a toujours cru que le sexe féminin n'était pas vertical mais horizontal. Donc on a effectivement comme ça des choses qui sont un peu surprenantes et qui ne manquent pas de nous faire réfléchir. Il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup ému,
c'est la femme sportive. Quand on parle du corps, on parle du sport, évidemment, à un moment donné. Et si Freud est assez cru sur le sujet, avec, après, repris par Julien Kristeva, qui dit assez justement que chaque sujet invente en secret un sexe spécifique, c'est même là que réside son génie, qui est tout simplement sa créativité. Ben, en fait, le sport a beaucoup changé les choses dans le regard des hommes sur les femmes, et notamment Monterland, contre toute attente, puisqu'il n'est pas vraiment attiré par les femmes, écrit dans les Olympiques toute une série de textes avec une valorisation très sincère de la femme pratiquant avec énergie un sport, notamment l'athlétisme. Alors qu'il venait d'écrire une amie nausée de la femme, il écrit ça en 1930 à Jeanne de Sondeloup, que ne peut-on supprimer ce sexe de la terre? Vous voyez jusqu'où il va, on est là dans quelque chose qui est même inconcevable. Et il a la découverte du corps de la femme et de la femme telle qu'il l'aime par un livre et par une manifestation sportive à laquelle il va. On est donc en 1919, et c'était des femmes qui faisaient de l'athlétisme. Et là, alors, il a une sorte de découverte. Et il découvre aussi le livre de Georges Hébert. Alors, Georges Hébert, j'avais entendu mon père parler d'hébertisme, de beaucoup de gymnastique, et donc ce mot m'était connu, mais je n'en savais pas plus. C'est un peu à l'origine, si vous voulez, des mouvements de gymnastique que nous faisions au lycée. Et Georges Hébert, alors, a vraiment travaillé avec un livre paru en 1919, l'éducation physique féminine, où il dit en préface, il faut que les filles deviennent des êtres de santé, de beauté, de force, et non des poupées fragiles. Il valorise à ce moment-là les athlètes antiques, et évidemment, il comprend que ça ne va pas forcément plaire aux hommes qui sont habitués aux tailles serrées, aux corsets, aux poitrines opulentes, etc. Et alors il fait une liste, c'est là que je l'ai récupéré complètement, il fait une liste des aberrations de la femme au XIXe siècle. Alors quelles sont ces aberrations? Première aberration, pas de muscles, une chair molle, une femme de nouvelle muscle. C'était évidemment, il lutte contre ça. Deuxième aberration selon lui, une taille mince. Alors une taille mince, aujourd'hui, je ne vois que des tailles minces, mais la taille de guêpe, c'est pas une taille mince, c'est une taille anormale. Polaire faisait 40 cm de taille, c'est effrayant quand vous y réfléchissez. Le ventre en avant de la croupe, c'est la troisième aberration. Les épaules basses et le cou très mince, selon lui la quatrième aberration. Les bras grêles ou ronds, c'est vraiment la femme du 19e d'ailleurs, quand vous regardez les autres textes. Sixième aberration, avoir des mollets ronds. Septième aberration, peau d'une blancheur éclatante. Huitième aberration, paraître grande avec des talons hauts. Alors en 1977, avec les stilettos, là, on pouvait vraiment être très grand pour une femme. Et donc ensuite, dit-il, ce livre va apporter des idées qu'ont beaucoup d'hommes sur l'esthétique féminine. Ben, c'est vrai, mais en même temps, on doit à Hébert, et on doit à ce genre de réflexion, le renouveau dans le fond d'un corps féminin qui puisse être sportif, qui puisse pas être bridé avec des corsets qui, rappelons-le, étaient réellement contre nature. Alors, d'autres sujets qui m'ont étonné aussi s'agissant du corps, c'est la danse. La danse, telle qu'on l'imagine, quand on est un homme, on pense surtout aux femmes. Et on pense au ballet, on pense évidemment à l'opéra, au rat de l'opéra. Et le problème, c'est que si on nous demande quels sont les danseurs que vous connaissez, alors là, c'est Fred Astaire, c'est Gene Kelly, c'est Rudolf Nureyev, c'est Michael Jackson, c'est John Travolta, et c'est donc que des hommes. Et si on nous demande un nom de danseuses femmes, on a du mal. Alors ceux qui sont très au courant des ballets peuvent le dire, mais en général, on trouve 10 noms masculins et un nom féminin. Et en réalité, c'est l'histoire. C'est-à-dire que la femme
il est valorisé dans la danse, alors que c'est danse de manière magnifique, autant que les hommes, mais c'est autrement. Elle est valorisée dans la danse que tardivement, il faut attendre le 18e, le 19e, la notion du roi danseur, tout le monde sait combien Louis XIV était considéré finalement comme le premier danseur étoile, presque, puisqu'on disait qu'il avait un niveau presque de professionnel. Et c'est l'homme, sur les grottes danse, on ne voit pas les femmes, et jusqu'au XVIIe et XVIIIe, c'est d'abord l'homme, et on voit que c'est encore assez juste dans la valorisation des auteurs de ballets, etc. La femme a donc, il y a des articles là-dessus, tout un travail pour montrer à quel point elle est une grande danseuse et qu'elle n'a pas à laisser la place forcément aux hommes. Alors dans la femme, je me suis intéressé aussi aux vêtements. Quels sont les vêtements de la femme? Alors, il y a d'abord la notion de poupée. Victor Hugo, dans Les Misérables, écrit « La poupée est l'un des plus impérieux besoins et en même temps l'un des plus charmants instincts de l'enfance féminine. Soigner, vêtir, parer, habiller, déshabiller, enseigner un peu, gronder, bercer, dorloter, endormir, se figurer quelque chose et quelqu'un, tout l'avenir de la femme est là. » On voit que, si vous voulez, cette notion de poupée, les poupées pour les petites filles, les poupées pour les petits garçons, c'est toujours le nounours en général, ou l'ourson. Et depuis quelque temps, à la fin du 19e, il y a eu les poupées noires, parce qu'évidemment, il y avait la colonisation, mais ça s'est vendu qu'en Afrique. Et puis, aux États-Unis, il a fallu attendre 1992 aussi pour voir des poupées noires. Donc on voit que ce jeu sur la poupée a quelque chose d'intéressant. Alors le corps vêtu, je vais aller très vite. Il s'agit évidemment du vêtement féminin qui est très différent du vêtement masculin, enfin en principe. Et Goncourt a un mot charmant, des frères Goncourt. Il évoque un joli mot d'une vieille femme de mes amis à qui sa bru disait qu'elle aimait à lire, à faire de la musique, mais détestait les travaux de femmes, la tapisserie, la broderie, la couture, donc faire des habits. Ma chère, c'est que vous n'avez pas eu de chagrin. Oui, bien souvent, ces travaux sont une occupation mécanique derrière laquelle on s'enfonce dans ses regrets. C'est très joli, et ça montre aussi, évidemment, que derrière la tranquillité, il y a parfois la souffrance. Alors, chapeau, forcément, c'est Élisabeth II. On a compté qu'elle en avait eu 5000. Elle a utilisé 5000 chapeaux. Elle ne portait jamais deux fois le même chapeau. Et elle était même réputée, notamment au Royal Ascot, qui était une course de chevaux, pour non pas organiser, mais être l'enjeu de paris très important. Les Anglais pariaient surtout, et ils pariaient sur les couleurs du chapeau. Et donc on attendait tous la reine pour savoir si on avait gagné en étant chapeau rose et perdu si c'était un chapeau jaune. Donc ça montre à quel point, si vous voulez, elle a relancé dans le fond le chapeau. Deux mots sur la robe et la jupe. La robe et la jupe sont des mots au départ d'homme. C'est l'homme qui porte la robe, c'est l'homme qui porte la jupe. Jupe est un mot arabe, robe est un mot de latin, et en partie aussi germanique. Et quand vous avez vous faire dérober, c'est l'origine, c'est quand vous étiez attaqué et quand vous déshabillez pour prendre vos habits, on vous enlève votre robe, on vous dérobez. Et c'est ce qui donne encore en anglais to rob, le voleur. Donc on voit bien le jeu qu'il y a sur les robes. Ça va devenir un vêtement évidemment de femme, mais pendant longtemps, Balzac par exemple disait on assemble proverbialement les trois robes noires, le prêtre, l'homme de loi, le médecin. L'un pense les plaies de l'âme, l'autre celle de la bourse, et le dernier celle du corps. Et il représente, ça c'est tout à fait Balzac, la société dans ses trois principaux termes d'existence, la conscience, le domaine, la santé. Bon, magnifique, c'est une citation à donner au bachelier pour évidemment
poursuivre. Alors, il y avait sous la robe, pas sous la robe, non, sous la robe antique, il y avait la robe prétexte, qui était celle que portaient les adolescents jusqu'à 16 ans. Et le prétexte, c'était parce qu'elle était de pourpre. Et puis ensuite, il y avait la robe virile, qui était la robe à l'âge adulte. Puis après, vous savez, la robe nuptiale et toutes sortes d'autres robes. Il y avait une pratique aussi qu'on a oubliée, qui était pour la couturière qui voulait se marier, et qui avait en charge de confectionner une robe de mariée, elle glissait un de ses cheveux dans l'ourlet. Et pour elle, c'était comme un talisman, elle allait se marier dans l'année. Bon, pas si ça va, en tout cas, n'en profitez pas pour défaire tous les ourlets et repérer un cheveu autrefois. Et si vous le repérez, bon, vous voyez, c'est cette tradition. Alors la jupe, on ne va pas aller plus loin, parce que la jupe, c'est quand même assez amusant de voir les exemples des dictionnaires. Si le mot, au départ, c'est comme un vêtement qui descend jusqu'aux cuisses, si ensuite c'est un vêtement de dessous, le jupon, après ça a été la jupe telle qu'on la connaît, s'opposant donc à la robe, et il y a eu la fameuse mini-jupe. En 1962 est créée en Angleterre la mini-skirt, grande victoire. Nous avons toujours parlé de mini-jupe, avec du tronc en 1966, petit, tout est mini-jupe. Et donc il avait une belle chanson, mais vous savez que la jupe continue, j'allais dire, d'exciter les chanteurs, puisque avec Souchon, en 2008, sous les jupes des filles, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur leur tête, sous la terre, c'est leur jupe légère. Et la vie tout entière absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voire sous les jupes des filles. Bon, ça ne manque pas de charme et en même temps de côté un peu désuet. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, Marinette me dit 10 minutes. C'est mon deuil de lynx. Quand j'écris sur le tout, tu l'as déjà dit, il manque un S. Alors au début, quand je la connaissais, j'ai présenté mes travaux pour un peu de vanité, pour montrer quand même que je savais écrire, c'était bien. Mais après, quand elle me disait qu'il ne manque pas une virgule, il ne faudrait pas. Normalement, c'est par nécessité. Je me dis, je vais lui faire relire. Alors, il y a. On va passer sur les traits de caractère, puisqu'il y a tout un chapitre sur le sujet, et on voit à quel point, si vous voulez, on est un peu caricatural. Les hommes sont caricaturaux vis-à-vis des traits de caractère. Quand, par exemple, Moria qui évoque le climat, on voit il est dans le Mississippi, une vague de froid tout hivernal s'est abattue sur à Kansas City, l'état de Missouri, donc c'est Missouri, si mal par le caractère de ses habitants et si incroyablement féminin par son climat capricieux. Donc vous voyez un peu comment finalement les traits de caractère sont vraiment convenus, assez déplaisants et agaçants. Et on voit que parfois Benoît Groult et Colette ont remis un peu de l'ordre dans cette affaire, en évoquant par exemple pour Colette une solidarité féminine désagrégée constamment par l'homme, constamment réformée. Et donc là, il y a une lutte qui s'engage, le féminisme est en partie dû évidemment à l'attitude des hommes. Pour le social féminin, je dirais juste une chose que j'ai choisie en épigraphe, et c'est de Gaston Boutoul. On est en 1965, je trouve que c'est très juste. À mesure que dans les grands États, la politique se démystifie et que le recours à la force paraît plus hasardeux et plus désastreux, la mentalité féminine, plus matérialiste, moins sujette aux impulsions meurtrières, moins portée à s'enivrer d'idéologie, se montre plus adéquate aux formes nouvelles de l'action politique pacifique. On est encore loin, mais il faut espérer qu'il y ait davantage de femmes encore au pouvoir ou de couples qui puissent entraîner un peu cette douceur. Il faut aussi montrer que quand il s'agit du social, les dictionnaires jouent encore un rôle, puisque vous savez que c'est un peu
l'œil particulier que je porte et ces objets, je m'étais intéressé à un moment donné au dictionnaire pour enfants. Donc le petit Larousse, le petit Robert, mais pour les enfants. Alors c'était Maxi, Tico, c'était le Junior, etc. Et alors, comme nous sommes allés souvent au Québec, j'avais acheté la version québécoise, une version au Québec. Alors là, ça manque vraiment pas de charme. Version française du Maxi débutant. Maman promène bébé dans son landau. C'est pour landau. Version du Québec. Papa promène bébé dans son landau. Bon. Ensuite, plus clair, Robert Junior, français. Elle étend la lessive sur une corde à linge. Robert Junior, québécois. Il étend la lessive sur une corde à linge. Donc, et pour finir, je tombe sur lui-même. Il lave lui-même son linge. Donc vous voyez qu'on est là dans quelque chose qui est porteur, que le dictionnaire nous pousse parfois à être un peu plus présent dans cette égalité entre les hommes et les femmes. Alors il y a eu un dictionnaire des hommes, un dictionnaire des femmes aussi. Le dictionnaire des hommes a été fait par Anne-Marie Carrière. Elle donnait des tas de conseils excellents. Elle disait chaque homme cède à tout ce qu'on lui fait croire que c'est son idée. Donc si on lui fait croire que c'est son idée, il trouvera ça très bien. Je vois des femmes qui se tournent vers là. C'est pour ça que je suis là, si j'étais là-bas, j'inquiétais mon épouse, je n'aurais pas échappé. Hein. Alors, au fil des lettres, il y a un chapitre entier, j'ai juste évoqué le fait que Christine de Pisan a été remise vraiment à l'honneur, notamment par Simone de Beauvoir, mais aussi par de grands universitaires, des dames. Elle avait la première fait une liste des professions, une liste des métiers des femmes, et donc c'était très intéressant. J'ai épluché aussi la Garde Michard pour voir à quel point, hélas, la Garde Michard est excellente, on a tous travaillé sur la Garde Michard. Mais les femmes n'ont pas la place qu'elles auraient dû avoir. Il y a la liste des femmes qui devraient se trouver dans la Garde Michard est quand même énorme. Et il y en a une notamment qui m'a intéressé, que je connaissais mal, il faut bien dire, en dehors de ce qu'elle faisait en termes de pédagogie, c'est Madame de Genlis. Et Madame de Genlis, elle a écrit tout un livre qui s'appelle La femme auteur, et qui explique d'ailleurs que dans le dictionnaire de l'Académie du 19e, on est la femme auteur, le peintre auteur, la femme peintre et la femme, je ne sais plus quel est l'autre métier, mais ça a été une manière de mettre au féminin aussi ce genre d'égalité entre le masculin et le féminin. Et dans la femme auteur, c'est une démonstration extraordinaire, c'est deux sœurs. Il y en a une qui est vraiment dans la norme de l'époque, il n'est pas question qu'elle écrive, et sa sœur écrit. Elle veut écrire, elle veut être publiée. Alors il explique qu'il ne faut pas être publié, il ne faut pas prendre ça sur les hommes, c'est les hommes qui publient, c'est pas les femmes. Et donc tout le roman est fait là-dessus, et c'est assez merveilleux, il y a une démonstration assez extraordinaire de la chose. Et j'ai découvert, vous l'avez peut-être découvert sur Facebook, de temps en temps on voit passer des choses, il y a une dame qui s'appelle, une jeune femme, qui s'appelle Gabriella Manzoni. C'est pas celle qui est sur France Inter, et elle publie des extraits, soit de ses revues, où il y a toujours une belle jeune fille avec un beau jeune homme, et ils ont une histoire sentimentale assez mièvre, ils sont au bord de la plage, ils se tiennent la main, ils prennent un verre, ils discutent, puis il y a les bulles. Et dans les bulles, elle les transforme, et alors c'est extraordinaire, je dois en dire quelques-unes, je les ai relevées. Alors elle est là, elle s'étonne, on la voit dans une position étonnée, même scandalisée. Il ne veut rien entendre de la devise féminine, shopping, champagne, chocolat, rien entendre. Et c'est tout à la main, après, mes amis sont des intellectuels, et mes amis IS, et mes amis US, des féministes. Pourquoi Donc, c'est toute une série sur les remarques comme ça. Alors après, vous avez... mes amis féministes souffrent d'un manque de tendresse. Leur activisme militant est un appel au secours. Vous le voyez, c'est sûrement faux, mais bon, celle-là, ça me touche, puisque beaucoup d'entre nous ont écrit. Alors, il y a un homme qui est là, fait le malin, comme toujours. Vous écrivez un roman? Vous êtes une victime, un ancien pauvre? Le roman tel qu'on l'imagine. Ensuite,
c'est l'homme, c'est l'inverse, c'est une vignette un peu plus loin. Je vais vous embrasser, mais dites-moi d'abord ce que vous avez pensé de mon roman. C'est vraiment là. Et alors là, je pense à Marinette, évidemment. Il y a une femme qui est là en larmes, presque. Et elle dit, il m'a lu des pages et des pages de son manuscrit, mais que lui ai-je fait? Et alors, ça résume un peu aussi le milieu de ces nous deux et de ces autres ouvrages. Il est beau, je suis jolie, nous appartenons à la classe moyenne supérieure, nous devrions nous aimer assez vite. Aujourd'hui encore, il ne peut pas résister. Bob, mon amour, si tes idées n'intéressent personne, il suffit d'en changer. Sois un intellectuel transidéologique. Oh, voilà toute une série de formules qui sont de ce type et qui ne manquent pas de charme. Alors, la langue, j'en dis quand même un mot, même si on l'a vu quand même ensemble. Première remarque, certains mots féminins font garçon. Par exemple, mitraillette, patrouille, balafre, chemise, barbe. Ben oui, vous savez, on dit toujours ce mot-là est féminin, ce mot-là est masculin, mais c'est plus compliqué que ça quand même. Ensuite, la grammaire. C'est donc dans le dictionnaire d'académie le premier. Il y a le féminin réel, le féminin attribué à ce qui est véritablement femelle. Le féminin de convention, le féminin attribué à des objets qui par eux-mêmes n'ont aucun genre. Puis alors après, autre citation, ça c'est Jacques Ampère, qui dit les seuls visages féminins, on est en 1927, les seuls féminins que je vois sans compter ici, sans compter les professeuses, comme on dit ici. Donc c'est vrai, c'est pas d'hier que professeur URE, professeuresse, autrice, auteurelle, auteuse, auditrice, on y reviendra tout à l'heure, existe. C'était un débat permanent qu'il faut regarder avec un peu de recul parce que ça compte l'usage. Quand j'entends souvent les professeurs, je dirais les professeurs, pour le moment, on n'a pas ces professionnels qui sont des faisseuses professionnelles, ça colle pas. Mais professeurs URE est en train de s'installer, il n'y a aucun doute. Alors, je dis toujours, vis-à-vis de ça, qu'il y a 4 générations. Il y a la génération des enfants, qui, dans le fond, suivent leurs parents, et puis aussi les grands-parents. Alors ça, c'est très important. D'ailleurs, il y a les grands-parents, c'est eux qui transmettaient le langage un peu plus convenu d'avant, avec leur tradition. Il y a les adolescents, alors eux, ils jouent avec le langage pour s'affirmer, et ça passe par le rap, ça passe par des mots vulgaires, ça passe par le verlan, ça passe par pas mal de choses, et ça passe aussi tout court. Et puis, il y a les gens qui sont en train de travailler, dans lesquels nous sommes, parce que finalement, à la MOPA, tout le monde travaille à quelque chose d'important, et là, parfois on a besoin d'un mot pour le travail que l'on fait, un mot palien, un mot palien, on utilise évidemment en informatique la nécessité de toute une série de mots. C'est là aussi, c'est pas notre cas, où parfois dans la chute sociale sont utilisés des mots anglais à l'infini et fatigants, comme l'équipe coaching va favoriser mes soft skills. Alors on se demande de quoi il s'agit, on n'a rien compris dès le départ. Et puis il y a les gens de ma génération, déjà bien âgés, et qui eux cherchent avec un peu d'harmonie à garder, à conserver une langue qui soit agréable, qui soit comprise de tous. Et donc c'est ces 4 générations qui font l'état de langue. Et c'est pour ça que je ne m'inquiète pas trop sur un certain nombre de choses. Je suis un peu sûr que le gueule ne passera jamais, et que je l'espère, les anglicismes, avant que les soft skills passent dans des grands dictionnaires et qu'on utilise le mot soft skills comme on utilise le mot week-end au football, il me semble qu'il y a encore pas mal de marge. Alors laissons des gens un peu prétentieux qui croient faire carrière en utilisant leurs mots. Et il y a eu évidemment le rôle du Québec. Le Québec a joué un rôle considérable
dans la féminisation des noms de métiers. C'est par eux que sont arrivés d'abord les professeurs. J'ai tout à fait souvenir dans l'université de voir les services administratifs débouler dans mon bureau. Je passais pour celui qui pouvait donner un conseil sur la langue. Ils étaient très inquiets parce qu'ils venaient de recevoir un texte officiel, un arrêté pour une dame et qui était professeur. Et puis, c'est pas possible, ça n'a pas de valeur, etc. Et je savais que le ministère, c'était déjà. Bon, c'est là. On verra si ça se continue, si ça se poursuit, mais il y a des choses, c'est l'usage, il s'installe ou il ne s'installe pas. Là, manifestement, il était en train de s'installer. Ça n'empêche pas de jamais dire à un professeur. Je ne peux pas m'empêcher, c'est madame le professeur, mais c'est ma génération. Ça ne me gêne pas d'entendre dire madame la professeure, ça ne me gêne pas que quelqu'un dise un professeur. Donc je pense qu'il faut être assez indulgent là-dessus. La féminisation des noms de métiers n'est pas un danger. Et l'Académie française a bien dit les choses. Dans un rapport du 29 février 2019, si dans un premier temps, les femmes se sont accommodées des appellations masculines, c'est parce qu'elles avaient à cœur de marquer dans la dénomination de leur métier l'égalité de compétences et de mérite avec les hommes, qui avait permis qu'elles regardent cela comme une conquête. Ce constat est de moins en moins vrai. Les nouvelles générations donnent souvent la préférence aux appellations qui font droit à la préférence. Et moi j'accepte tout, et j'accepte tout, enfin, sauf professoresse, je ne pense pas que ce soit acceptable, mais enfin, pourquoi pas. Mais quand vous êtes éditeur et que vous avez donc un ouvrage collectif avec des femmes qui veulent à tout prix telle ou telle mention sur leur nom, c'est le respect le plus total de tous défend. On peut défendre ce que Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française souhaitait, c'est-à-dire que ce soit la fonction, que ce soit pour un autre, et par conséquent, elle souhaitait le masculin. C'était pas Madame la secrétaire, c'était Madame le secrétaire perpétuel. Bon, on peut défendre d'autres points de vue, mais la seule chose, c'est que quand vous êtes éditeur, alors vous dites qu'est-ce que vous voulez sous votre nom. Alors moi, je veux Madame la professeure, bon, très bien, et vous, Madame la professeure, bon, très bien, avec un E, oui. À la fin, vous avez à peu près toutes les variantes. Bon, ça manque d'homogénéité, mais on respecte ce que chacun décide, donc c'est pas un coup. Donc voilà, à peu près, si vous voulez, ce qu'on peut dire sur le féminin et le masculin. Alors, il y aurait beaucoup à dire encore, mais je pense que le temps tourne, qu'il va falloir laisser la place aux questions. Je compte sur vous pour les questions. Sur l'inclusif, hein, sur le phénomène finalement, qui pousse à avoir des lois nouvelles, à discuter sur le sujet. Je vais simplement conclure par un peu d'humour noir. J'ai pas pu m'empêcher, Marie-Claude m'a dit non, ne mets pas ça, je l'ai mis quand même, parce que, elle ne s'attend pas, j'ai trouvé sur le mot araignée quelque chose de délicieux qui était associé au féminin. Voilà ce que dit Michelet. Les mamelons délicats d'où l'araignée secrète sa soie comme un nuage de lait sont l'organe peut-être le plus féminin qui soit dans la nature. Bon, ça se discute évidemment. Et puis après la souris qui fait si peur parfois, l'étude histologique révèle chez la souris femelle, à côté des organes de type féminin, le vestige d'organes mâles. Bon, alors là, on est tout le monde d'accord. Et comme j'ai sorti quelques mauvaises plaisanteries, j'en ai entendu une hier que j'ose donner ici, comme il y a quand même beaucoup d'hommes, il faut non pas qu'on se défende, mais qu'on existe aussi un peu en reconnaissant de la grande valeur des femmes et l'égalité nécessaire, et que souvent elles nous sont supérieures, c'est vrai. Mais c'est deux hommes qui sont au café et ils discutent, ils refont le monde, etc. Et à un moment donné, il dit mais ta femme t'attend pas, si, bon. Et puis à un moment donné, il dit bon, je vais rentrer, je vais lui téléphoner. Dis donc, tu fais chauffer l'eau? Alors l'autre dit, dans quelle autorité? Il commande un bain chaud quand il arrive. L'autre dit donc, t'as une autorité phénoménale. Tu crois tout de même pas que je vais faire la vaisselle à l'eau froide? Oh, voilà,
vais m'arrêter là-dessus et laisser la place aux questions. Je crois que les applaudissements valaient un énorme merci à Jean. J'allais dire comme d'habitude, mais on est comme d'habitude émerveillés par la nouveauté du propos. Voilà, donc je pense que certains messieurs ou certaines dames ont des questions à poser, donc je me tiens prête à passer le micro. Trop de réflexions en cours sur ce sujet évidemment très profond. Moi j'aurais juste une question, qui n'en est pas une. Pour toi, c'est quoi l'éternel féminin? Ou est-ce qu'il existe? Alors, pour te dire, le livre, quand j'en ai discuté avec... je devais d'abord écrire quelque chose sur les femmes. Ça m'intéressait de faire ça. Et c'est arrivé un grand débat féministe. Et j'ai dit à l'éditrice, écoutez, attendons un peu. Elle me dit, maintenant, il faut nous proposer un autre sujet. Ah bah, très bien. Alors je propose la politesse. C'est comme ça qu'est née la politesse, ça m'intéressait. Bon, j'en ai déjà parlé. Et puis, une fois que la politesse, comme l'histoire française a eu un certain succès, j'avais oublié que j'avais signé le livre sur le féminin. Donc maintenant, il faut le faire. Alors en même temps, on était très contents. Et donc on commence à chercher un sujet, un choix. Je dis, je ne veux pas que ce soit la femme. Elle me dit, mais pourquoi pas l'éternel féminin? Je lui dis, pourquoi pas, effectivement, c'est une formule, c'est un bon titre. Mais en même temps, ça me gênait un peu. Parce que l'éternel féminin, une fois qu'on fouille un peu, c'est lancé à la suite du Faust, du deuxième Faust, du second Faust. Et donc, à la fin, Goethe a, alors on le traduit comme ça, un propos sur l'éternel féminin et qui sauve donc Faust de sa promesse avec le diable et qui, avec la douceur qu'elle a, lui permet de s'en tirer. Mais pour Goethe, elle représente aussi toutes les divinités qui sont autour, et donc c'est un ensemble. Alors c'est de là que vient l'éternel féminin, qui a d'abord été très littéraire et quelque chose de fort. Et puis après, comme toujours, comme souvent les hommes se sont emparés de manière un petit peu ironique parfois, et on dit c'est l'éternel féminin, c'est tantôt valorisant, tantôt moins valorisant. Donc c'est de là que ça vient, c'est une formule littéraire, mais qui aurait pu être travaillée effectivement. Alors j'ai commencé le livre d'ailleurs, j'avais que la première phrase, après on travaille, on cherche, c'était le féminin, mot masculin, ça commence mal. Et après je dis, je suis un homme, ça ne s'améliore pas. Je m'appelle Jean, bon, et c'est là que j'ai introduit Jean et que je suis parti. Parce que quand on fait un livre, on sait ce qu'on veut dire, on sait ce qu'on ressent, on apprend beaucoup. Il y a tout un passage que je vous ai, parce qu'il aurait fallu des heures, mais il y a la sexualité, et donc je fais un chapitre entier aussi dans l'ordre alphabétique. Non, au prisme de l'alphabet, L, G, B, T, Q, R, I, A+. Il y a plus, oui. Donc, c'est un texte. C'est très compliqué. Et c'est vrai que LGBT, je voyais à peu près de quoi il s'agissait. Une fois que vous travaillez les mots, vous savez qu'il y a toute une histoire derrière, et qu'il y a une volonté de trouver une identité, un mot qui corresponde. Et je ne peux pas m'empêcher, même si je suis très respectueux de cette diversité, je ne peux pas m'empêcher, et je l'ai fait d'ailleurs, de donner des passages entiers de Proust, où il n'a pas besoin de ces mots-là pour décrire les relations amoureuses. Et de dire que la relation amoureuse, elle est là, elle existe, elle est dans une grande diversité, il y a quand même une norme générale, qu'on ne peut pas renier, et que cette diversité n'a pas forcément besoin d'être cataloguée. Alors j'ai une de mes filles, qui a fait des livres sur justement l'économie rurale et les femmes, enfin des choses de ce type, sur la police aussi, les femmes et la police. Donc elle est féministe, pas furieuse, mais quand même féministe.
Alors j'ai dit, quand même, je me sens féministe. Elle me dit, ah non, tu peux pas être féministe, tu peux être que pro-féministe. Je dis, bon, ça ne m'étonne pas. Donc, j'ai expliqué pro-féministe. Bon, je vais laisser tomber quand même sur féministe en tant que pro-féministe. Mais ceux qui sont dans cette mouvance qui nous a conduit à l'inclusif, le LGBTQ, c'est parti du Québec, qui est parti de ces communautés, tous ceux qui sont dans cette mouvance, c'est eux qui ont voulu les différences de changer les pronoms avec parce que Yel, c'est la petite partie, mais dans la communauté cuir, bon nombre changent leur, et surtout au Québec, puisque en anglais ça se pose autrement, mais ce sont ceux, CUZE, Léa, ou l'AE pour mettre le BA, et j'ai toujours le même argument, si vous mettez l'AE ou le A pour mettre aussi bien le masculin que le féminin, vous mettez le devant le E, bon, c'est le masculin qui l'emporte, et le A, c'est le féminin, donc c'est quelque chose de... Mais en même temps, ça m'a appris à comprendre, parce que j'avais un peu tendance à voir ça dans la diaposée, mais en fait, en termes de linguistique, c'est des communautés qui se sentent quand même marginalisées ou embêtées, donc qui militent pour revendiquer une identité, et je ne pense pas qu'il y ait péri dans la demeure pour la langue française, même si l'inclusif, quand même, a mérité des mises au point politiques et nécessaires, à mon avis, y compris du ministre de l'Éducation nationale, mais ça reste dans leur communauté. Et donc, c'est un peu un jargon communautaire qui, je pense, ne mettra pas en péril la langue comme ça. En tout cas, quand le danger est ressenti, vous voyez que la nation monte, et de gauche comme de droite, le Sénat a refusé l'écriture inclusive, et donc on sort là d'ailleurs de la politique. C'est aussi, excusez-moi d'être bavard, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, il y a 40 pages dans le livre, mais c'est aussi très agaçant, et ça m'est arrivé dans des émissions de radio, d'imaginer que parce que vous n'êtes pas du tout favorable à Yel, vous êtes un vieux conservateur. Et souvent, ils ont en tête que la première syllabe du mot. Et donc, c'est un peu horripilant de dire ou alors que vous êtes à droite tous. Vous savez, on vous confond. Et ça, c'est aussi très agaçant. Et c'est un problème de génération, parce que j'ai rarement vu quelqu'un de mon âge à fond pour le Yel. Mais j'ai vu des militants disant je suis trop bavard, faut me couper. Mais il y a aussi un passage où j'évoque le masculin et le féminin. C'est le Covid ou la Covid. Je suis allé dans une émission de radio, c'était sur RFI, il y avait en face de moi quelqu'un qui était à fond pour réformer le français, transformer tout, et qui expliquait que l'Académie était retardataire de manière invraisemblable, qu'elle avait imposé la Covid, etc. Et quand vous faites une mission de radio, il faut viser les 3-4 dernières minutes, parce que là, il n'y a plus de répartie possible. Donc, c'est un conseil de violou. Et là, à la fin, j'ai dit, bon, grosse bêtise qui a été dite. L'Académie, d'abord, n'impose rien. Elle veut bien jouer l'arbitre quand on lui demande. Et là, c'est le Québec qui a demandé à l'Académie pourquoi les Français disent le Covid quand, au Québec, ils sont tous pour la Covid. Au Québec, ils disent la Covid, parce que pour eux, c'est une maladie, et pour nous, c'est un virus, enfin bon, peu importe. Et là, l'Académie, on lui demande son avis. Elle le donne, c'est pas de conservatisme, juste elle donne son avis. Et qui plus est, elle prend la précaution de dire que l'usage semble aussi bien installer le masculin. On dit comme on veut, mais on justifie, mais c'est de ne pas faire passer et l'Académie comme un conservatisme étroit. Alors on a fait passer pour aussi à droite Daniel Sana et Rondeau, et enfin, quand on prend la liste, on n'est pas du tout dans ce schéma effrayant. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu agaçant. Juste pour l'anecdote, je me suis retrouvé sur France Inter dans une émission d'Ali Robelli. On m'avait dit c'est pour parler des mots anglais, des mots italiens, des mots arabes qui rentrent dans la langue française. Ça m'intéresse. Puis j'apprends après que aujourd'hui c'est très difficile d'être invité tout seul. Donc il y avait en face une dame à fond dans cet ouvrage qui est paru, donc les linguistes atterrés, qui était, enfin, je
chose qui n'était pas bonne. Et puis à ma droite aussi un intérêt. Au téléphone encore un intérêt. Et moi tout seul, on ne peut pas être d'accord parce que j'avais signé une tribune qui était plutôt négative sur le sujet. Alors je dis, j'espère quand même que je ne vais pas me transformer en bouc émissaire. Donc j'ai bien préparé mon affaire et j'ai pu dire ce que je voulais sur l'orthographe. Parce qu'au dernier moment, la veille, ils me disent, puis on parlera aussi de la réforme de l'orthographe. C'est pas le sujet. Donc c'était bien pour essayer de, si vous voulez, faire passer des idées qui n'étaient pas du tout les miennes. Je suis pour peut-être un peu d'harmonie en orthographe, on va tout transformer. Et là, au dernier moment, la dernière minute, Ali et Romélie qui faisait déjà la fin de l'émission, il dit attendez, je viens de recevoir un gazouillis, ou plutôt un tweet, comme on dit, je vous le dis parce que c'est en plein dans le sujet, je suis pour la suppression du subjonctif pour que le français est plus facile. On continuerait encore beaucoup comme ça. Je vois que les choristes sont prêts et prêtes. Pas tout féminin quand même, il y a des messieurs. Voilà, merci Jean encore. Nous allons écouter maintenant le chœur de la Mopa qui revient dans nos grands événements. Donc si vous voulez vous avancer, et je crois que l'unité...